Pokémon Lost Footage. Comment j'en suis arrivé à faire un truc pareil? Comment un mec qui veut faire du cinéma en vient à faire un film avec des jouets Pokémon? C'est la question du jour, et elle me paraît intéressante. Pour y répondre, il faut d'abord contextualiser. Je fais vite. J'aimerais faire des films. À l'heure où je vous parle, c'est plus ou moins mon vœu le plus cher. Alors j'écris des scénarios, j'essaie de monter des projets de films, à commencer par des courts-métrages parce que c'est généralement comme ça qu'on procède. Mais c'est dur. Déjà, il faut écrire des choses bien, il faut bien les écrire. Et moi, même quand c'est le cas, j'écris des choses trop complexes à produire, au-dessus de mes moyens, qu'ils soient financiers, humains ou techniques. Et même quand j'arrive à écrire des choses qui me paraissent bien et qui sont plutôt faisables, ça reste pas de la tarte. Après, c'est facile de se plaindre, faire un film c'est possible, bien sûr. Mais quand même, c'est dur. Et moi, ces dernières années, je voulais faire des films, mais parce que c'est dur et pour plein d'autres raisons, j'en ai pas fait. Et face à la difficulté de concrétiser mes idées de films, j'ai une façon particulière de réagir. Quand j'échoue face à la réalisation d'un projet, je me réfugie dans ce que je pourrais appeler mon petit grenier. En fait, je reviens vers là d'où on vient tous, l'enfance. La mienne, elle est pleine d'univers de fiction passionnants qui ont forgé le créateur que je suis devenu, et aussi forcément un peu de la personne que je suis aujourd'hui. Ces univers, ils m'ont fait rêver étant enfant. Plus que ça, ils m'ont marqué. Je dirais même qu'ils ont acquis un genre de place spéciale dans mon inconscient. Ils constituent un peu ce que je vois comme un genre de socle culturel. Après, certaines œuvres et univers y prennent plus de place que d'autres. Toujours est-il que ce socle, il constitue comme la base de notre imaginaire. Et de fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à juger tout ce qu'on voit après en se basant sur ses acquis. Donc c'est pas rien, ça fait partie de nous. Après, bien sûr, on évolue avec l'âge, on développe un esprit critique, on découvre plein d'autres œuvres artistiques en tout genre qui nous bouleversent, nous construisent, et de fait rejoignent notre inconscient. Mais même si on les réévalue, ces univers d'enfance, ils étaient là avant. Et je crois que c'est pour ça qu'ils gardent un statut spécial à nos yeux. Ils sont rassurants, réconfortants, et pour certains, je trouve même qu'ils parviennent à conserver cette part de magie qui continue de nous faire rêver. Bref, depuis quelques années, quand j'arrive pas à faire des courts-métrages, je remonte dans ce petit grenier et je me réfugie dans ces univers. Je fais des films autour d'eux, Et je le fais le plus souvent en stop motion, technique grâce à laquelle je peux jouer avec ces univers, avec une marge de manœuvre et une liberté grisante. Bon, j'ai déjà parlé du génial pouvoir du stop motion dans une précédente vidéo, donc je vais pas vous en remettre une tartine maintenant. Bref, ces dernières années, j'ai pas mal été dans cette situation. Mes projets de court-métrage n'aboutissant pas, j'ai déjà pas mal exploré l'univers de ma jeunesse. Harry Potter, Alien, Halo, Star Wars, etc. Et maintenant, Pokémon. Pokémon. Comment passer à côté quand on est un gosse des années 90? La franchise débarque en 1996, et que ce soit par les cartes, les jeux vidéo ou encore les milliards de jouets, on a bouffé du Pokémon. Dernière preuve en date, s'il en fallait une, cette improbable énorme collection de fèves Pokémon que j'ai vue l'hiver dernier dans une galerie, rigolo comme le truc est devenu complètement normal. Et rien d'étonnant à ça parce que la marque est revenue encore davantage sur le devant de la scène en 2021, avec les 25 ans du jeu de cartes, et la méga hype qui est revenue avec, et qui semble pas être redescendue depuis d'ailleurs. Visible notamment avec les multiples ouvertures de boosters qui accumulent les millions de vues sur internet encore aujourd'hui. Bref, c'est pas pour rien que Pokémon, c'est la franchise la plus lucrative de tous les temps. Pour ma part, même si je suis assez fan du jeu, et même si tous les supports sur lesquels la marque s'est étendue m'ont forcément touché, parce que Pokémon, faut le dire, c'est quand même une machine marketing monstrueuse, je dirais que c'est avant tout la série animée qui m'a marqué étant gosse. Je me souviens que je me levais le mercredi matin et que j'étais curieux de voir dans quel lieu allaient cette fois débarquer les héros, quels Pokémon ils allaient rencontrer, etc. Et à la fin, systématiquement, ils repartaient de dos avec devant eux un long chemin vers les montagnes qui se dressaient au loin, comme vers une aventure sans fin. Et ça, mine de rien, ça m'a suffisamment marqué pour que je m'en souvienne et que je puisse vous le ressortir aujourd'hui. Après, on est d'accord, cette série n'était pas parfaite. Le tout était assez répétitif, parfois niais et sans doute un peu opportuniste. Et pourtant, j'ai toujours gravé quelque part l'image de ces paysages lointains comme une promesse d'aventure qui continue de me faire un peu rêver. Ce qui est pas si étonnant que ça quand on y pense. D'après l'histoire officielle qu'on peut lire ici et là, Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, c'était un jeune garçon qui aimait se balader en forêt, observer les insectes, les recenser, élever des criquets et j'en passe. C'est donc peut-être pas si étonnant si on retrouve un peu de cette curiosité et de cette soif d'aventure infusée des années plus tard dans la série dérivée de son univers. Bref, que je le veuille ou non, Pokémon est ancré dans mon imaginaire, comme dans celui de 3/4 des gosses des années 90. En tout cas, voilà pourquoi cette fois, en remontant dans mon petit grenier, j'ai choisi Pokémon. Ça, c'est le premier point. Le truc, c'est que je suis un grand garçon maintenant. Adapter Pokémon tel quel, ça suffit pas. J'ai aussi besoin de montrer que je suis plus que mes références d'enfant. J'ai besoin d'aller au-delà de ça. De rajouter une sorte de plus-value, de vision. C'est là que j'ai eu l'idée de mélanger l'univers de Pokémon avec le fun footage. Le fun footage, ou image trouvée,
C'est une technique cinématographique dans laquelle la totalité ou une partie substantielle de l'œuvre est présentée comme s'il s'agissait d'enregistrements cinématographiques ou vidéo enregistrés par les personnages de l'histoire, puis trouvés et présentés au public. Ce procédé il permet de créer un effet de réel particulièrement fort et donc une plus grande immersion. Personnellement, j'ai pris le fun footage dans la tronche avec le film Cloverfield de Matt Reeves, sorti en 2008, et le môme que j'étais s'en souvient encore. C'est une technique hyper intéressante qui existe encore aujourd'hui, même si je trouve qu'il y a assez peu de réalisateurs qui osent vraiment s'y attaquer et l'exploiter à son plein potentiel. Même si son côté bon marché a permis à beaucoup de petits films de voir le jour, notamment beaucoup de séries Z et de nanars. Bref, l'usage du fun footage me permettait de jouer avec les Pokémon, le tout avec un ton plus adulte et une forme plus radicale, en gros des Pokémon qui butent des gens. Au final, c'est nickel, j'ai mon univers d'enfance et j'y ajoute ma vision de mec de 26 ans. Un peu comme je l'ai fait avec Star Wars et mon film Boba Fett Nightmare, sur lequel j'ai opté pour une approche beaucoup plus sombre que celle de la série Disney+. J'ai aussi ajouté une dimension un peu écologique, avec une opposition nature-homme et les catastrophes que cela peut engendrer. C'est une opposition assez simpliste, certes, mais qui me paraît tout de même intéressante quand elle met en scène des Pokémon. Pour moi, entre des situations qui font réel et des Pokémon avec leur design cartoon qui arrivent et se montrent hyper violents, il y a un contraste qui interpelle et qui permet de voir cette opposition nature-homme sous un angle légèrement différent. Cette dimension écologique, on la retrouve clairement dans la fin du film, avec le compte-rendu donné par les personnes ayant analysé les images retrouvées, procédé qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de films issus du fun footage. Et puis tout bêtement, au niveau production, ce concept de fun footage me permettait de faire pour chaque séquence quelque chose d'abouti avec un seul et unique plan, et donc d'aller beaucoup plus vite. Ce qui est énorme, parce que le stop motion, c'est long et laborieux, je vous apprends rien. Bref, avec tout ça, je cochais toutes les cases pour me lancer pour de bon sur ce projet. Et j'ai commencé en faisant un casting de Pokémon. Je suis donc parti sur un sécateur, Léviator et Mewtwo. Car chacune de ces créatures incarne une menace, ce qui rend le fun footage, souvent associé au registre de l'horreur, plus impactant. Et bizarrement, c'est que des Pokémon de la première génération de la franchise. Ouais, parce que parenthèse, mais je trouve que les designs, c'est devenu quand même un peu du foutage de gueule. J'ai poncé la version blanche à sa sortie en 2013 et c'est très sympa, hein. Mais sans bouboule, sans déconner. Mais bref, c'est un autre débat. J'ai surtout choisi ces trois-là, car chacun de ces Pokémon correspondait à un environnement bien différent. Forêt pour l'insécateur, eau et par extension port pour le Léviator, et laboratoire fermé pour le Mewtwo. Soit à chaque fois des styles, des couleurs et des matières bien différentes, pour que chaque décor à fabriquer soit une création intéressante à part entière. Et j'ai kiffé créer ces décors, qui m'ont pour une fois pris plus de temps que le tournage en lui-même. J'ai commencé avec la séquence du port d'Onomachi. Pour cette séquence, je voulais un port dans le style japonais, car j'adore ce type de décor que j'ai vu dans beaucoup de films asiatiques, où tout fait forcément très exotique de mes yeux de bon français, et parce que je voulais quand même qu'il y ait un peu de Japon, le pays mère de Pokémon, dans le film. Au final, j'ai un peu galéré, donc je suis plus parti sur un port style industriel, forcément plus random, mais toujours au Japon. Ça n'a pas été évident, mais en mettant ensemble les bons éléments de décor, je suis arrivé à quelque chose qui me plaisait. Cette fois, j'ai utilisé des jouets de la marque Playmobil, car ils sont à l'échelle de mon Léviator. J'ai ensuite rajouté de nombreux détails, comme les kanji au mur, les panneaux, divers objets, etc. Enfin, j'ai rajouté des couches de vernis et de peinture pour patiner, comme on dit, que ce soit pour figurer l'usure et autres salissures des différents éléments, ou même imiter certaines matières. Comme le sol, que j'ai recouvert de peinture spéciale pour imiter un quai en béton. Le défi principal sur cette séquence, c'était d'avoir un décor fixe et de faire émerger le Léviator sans faire bouger tous mes éléments. Pour ça, j'ai laissé un espace invisible entre ma plaque figurant la mer et ma plaque de faux béton du port. Et pour faire passer mon Léviator entre les deux plaques, j'ai dû le péter en deux, c'est triste. Après, je l'ai posé sur un trépied pour le monter de manière fluide, sur la même trajectoire haut-bas, sans à-coups, pour pouvoir le faire se basculer en avant lorsqu'il crache ses ultra-lasers. Au final, c'était assez dur à manœuvrer, mais suffisant pour les mouvements qu'il avait à effectuer. Ensuite, je me suis aidé de la post-production pour masquer toutes les petites imperfections, en rajoutant entre autres des effets spéciaux d'eau et d'explosion, et même des effets de glitch, style caméra de surveillance, pour masquer des coupes et des petits changements dans l'image. Parce que c'est aussi l'avantage du fun footage. Rajouter des flous et des bugs d'image permet à la fois de masquer certaines erreurs et de renforcer l'effet de réel. Le décor de la séquence que j'ai tournée ensuite, c'est une forêt de jour investie par l'homme. On change radicalement de couleur et d'ambiance lumineuse. Pour qu'on y croie à cette forêt, j'ai mis un max de matière réelle, de la mousse et du vrai bois du jardin que j'ai coupé en petits bouts, le tout accompagné de fausses plantes et de pâte à modeler pour figurer la terre au sol. Pour consolider l'impression de réel, j'ai choisi de charger un maximum l'image avec des éléments de végétation comme avec des éléments apportés par l'homme. Cette fois, j'ai troqué la caméra de surveillance pour un smartphone afin de faire varier un petit peu le format et le point de vue et donc la façon de filmer, et aller ainsi encore plus loin dans l'effet de réel. Le vrai problème que j'ai eu sur cette séquence, je dirais que c'est tout simplement la réalité. Il y a un truc que j'ai toujours considéré comme acquis, et qui n'était juste pas. C'est l'action que fait l'insécateur quand il vient découper le bras du bûcheron. Dans ma tête, c'était un mouvement du bras tout con, de haut en bas, réalisé avec un peu de minutie. Mais non, c'était bien plus technique.
Fallait faire arriver l'insécateur pile au bon endroit devant le bûcheron pour que le mouvement paraisse fluide et naturel. Et surtout, fallait que le bras du bûcheron soit vraiment séparé en deux au moment de la coupure, ce qui a vraiment demandé beaucoup de précision. C'est intéressant parce que je travaille seul ou presque, et même si c'est de moins en moins le cas, je redis que c'est pas une bonne idée. Sans déconner, j'ai passé des heures sur la position des arbres au second plan de l'image, mais que 5 minutes sur la conception du tranchage de bras, qui est pourtant un peu l'action principale du plan. N'importe qui d'extérieur qui serait venu le jour du tournage m'aurait demandé comment j'allais faire ce truc, et il aurait eu raison. C'est dur de le faire, même à plusieurs, mais je pense qu'il faut toujours essayer de prendre un maximum de recul sur ce qu'on est en train de produire, pour pouvoir emmener ce qu'on a prévu encore plus loin. Et pour ça, il faut arriver bien préparé, et moi je l'étais sans doute pas assez. Bref, j'ai bricolé et ça se voit à l'image, mais je crois que ça fonctionne quand même un minimum. Ensuite, je suis passé à la séquence du labo. Là encore, je nuance un peu les caractéristiques du style de Found Footage. On est de nouveau sur une caméra de surveillance, mais on passe en format 4/3 dans un intérieur assez sombre. Le gros souci, cette fois, c'était de manipuler Mewtwo, la star de la séquence. Mewtwo a la méga classe et fallait qu'on le sente. Je voulais donc le faire léviter, pour lui donner un caractère supérieur à l'homme, ce qui a nécessité toute une câblerie pour le maintenir en l'air et le déplacer. Vous allez me dire, j'aurais pu utiliser un rig, soit un support avec une tige qu'on efface ensuite en post-production, soit ce qu'utilisent les pros. Mais j'en ai pas et je marche encore de manière trop artisanale pour en utiliser correctement. Puis mes figurines ne sont pas compatibles et surtout j'avais peur que la présence d'un rig gêne ma lumière, que ça crée des ombres sur mon décor ou que ça crée des réflexions ou même des incidences lumineuses indésirables que je pourrais pas effacer après. Bref, en fait, j'ai privilégié ma lumière, car je crois que c'est ça qui vend le plus le truc au final. C'est ça qui fait oublier le plastique et l'aspect joué de tous les éléments présents sur mon décor. On en revient toujours à ça de toute façon, la mise en scène, ne serait-ce qu'avec l'ambiance lumineuse que l'on choisit d'installer. Et bon, mission accomplie, malgré quelques défauts que j'ai dû planquer en post-production, la câblerie a tenu et m'a permis de faire léviter le Mewtwo. Voilà, c'est tout pour la fabrication des premiers épisodes, car ça aurait dû s'arrêter là. Sauf qu'après ça, j'ai demandé à mon ami Pierre de m'aider sur les effets spéciaux, et en voyant le résultat, il m'a suggéré d'emmener le concept plus loin, d'en faire plus d'épisodes afin de les sortir indépendamment les uns des autres sur les réseaux, dans une démarche de creepypasta, des genres de pastilles virales, qui se rapprochent d'ailleurs pas mal du concept originel du Found Footage. Et donc ça m'a plu. Convaincu par l'idée, moi qui me plains souvent d'être seul à fabriquer des films, je lui ai proposé de concevoir avec moi les nouveaux épisodes. J'ai alors remis sur la table toutes les idées que j'avais écartées pour les épisodes précédents, Pierre m'en a proposé à son tour de nouvelles, et on a fait un tri. C'est comme ça qu'on est reparti sur 2 épisodes supplémentaires qu'on a tournés à Paris. L'idée sur ces épisodes bonus, c'était d'unir nos forces pour aller plus loin et voir plus grand. Et c'est ce qu'on a fait. D'abord sur l'épisode du Dracofeu, sur lequel on a choisi de construire notre mise en scène autour des effets spéciaux. Ce qui est un peu flippant, parce que le rendu dépend plus que du tournage, mais majoritairement de la gestion en post-production. Et on n'est pas expert en VFX, donc c'est un risque. Le risque, c'est de perdre l'effet de réel, qui fait pourtant le sel du Found Footage et du concept. Tout ça pour aller vers une captation sur fond vert et l'ajout d'éléments artificiels, qui donnent une grande liberté après coup, mais qu'il va falloir rendre crédible. Et c'est pas simple. Au final, on a fait des choix pour trouver le juste milieu entre éléments artificiels et effets de réel, et je trouve qu'on s'est bien démerdé. D'abord au niveau du tournage, j'ai cette fois enfin travaillé avec un rig pour réaliser une animation plus précise et plus propre de ce bon vieux Dracofeu. Ensuite, le hublot rajouté et l'extérieur incrusté sur fond vert vendent le côté altitude et vol sans en faire trop, tandis que l'aile de l'avion en dur et les mouvements de caméra artificiels qui figurent les gestes du porteur du téléphone donnent un côté organique et réel à l'ensemble. Bref, un travail hyper intéressant, mais de longue haleine, particulièrement pour le Pierrot qui a passé pas mal d'heures à galérer devant After Effects. Sur le 5e et dernier épisode, on a aussi vu plus grand, mais cette fois entièrement en dur. Pour cet épisode autour d'un Metalos, un Pokémon assez stylé qui nous faisait beaucoup penser à des boss des jeux Zelda, on a construit le plus grand décor qu'on ait jamais fait. Une grotte complète, fermée et détaillée de quasiment 1 mètre de haut. C'était un gros chantier méticuleux et l'appart dans lequel on tournait est vite devenu un beau merdier. Mais on s'en est sorti. Sauf que très vite, on s'est retrouvé face à un problème. L'action majoritaire de cette séquence se passe sur le sol de la grotte, alors que le Metalos, lui, évolue au plafond. Or, c'était vraiment chaud d'animer la lourde et encombrante figurine du Metalos sur le plafond de notre décor. C'est pourquoi, en bon kamikaze, on a simplement décidé de tourner toute la séquence à l'envers. Ce qui a évidemment multiplié les problèmes. Ça a été un vrai beau casse-tête, parce qu'il a fallu penser à l'envers pendant toute la préparation. On a donc fixé l'ensemble des éléments de décor à notre plaque pour pouvoir la mettre à l'envers sans que rien ne bouge. Ensuite, pour déplacer la caméra d'un bout à l'autre de la grotte, Pierre a imaginé un travelling avec des trucs de récup sur lequel le boîtier était dressé vers le haut du décor qui figurait le sol de la grotte. Bref, une belle galère bien laborieuse, surtout pour 30 secondes, mais aussi hyper intéressante et fun à faire. On a tout fait sur une semaine, et bien que ça ait été délicat, on a ainsi fait de Pokémon Lost Footage une mini-série, diffusée bout par bout sur les réseaux et complète ici sur YouTube. Soit une stratégie qui nous a paru intéressante, car adaptée aux réseaux tels que TikTok ou Instagram, tout en proposant une vidéo un peu conséquente et aboutie aux spectateurs de la chaîne YouTube. Bref, voilà pour la fabrication concrète de Pokémon Lost Footage. C'était toujours un projet en stop motion, mais malgré tout assez différent de ce que j'avais fait auparavant, plus court, plus varié, plus radical, et c'était assez trippant. Me voilà maintenant avec un projet de plus sur ma chaîne YouTube, et encore une vidéo sortie de mes souvenirs d'enfant, parce que finalement, j'ai fait que ça sur cette chaîne.
Star Wars, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, tout cet imaginaire dans lequel j'ai grandi, je l'ai recraché dans les vidéos de cette chaîne. En fait, je crois que pendant presque 10 ans sur Valorwood Productions, j'ai en quelque sorte adapté mon enfance. Sauf que maintenant je suis un adulte, je crois qu'il est un peu temps de passer à autre chose. Comme je l'ai fait une fois de plus avec ce film, j'ai adoré replonger dans mes univers de gamin et les adapter dans ces vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Ça m'a fait redécouvrir l'animation au sens large et même un peu le cinéma. J'ai appris beaucoup en les faisant et ces créations m'ont même permis de montrer ce que je sais faire et de grandir professionnellement. Et comme je le disais au début, ces projets étaient à la base des refuges, peut-être même des solutions de facilité face à la difficulté de monter mes projets de court-métrage. Je pense que j'avais peur, que je savais juste pas par quel bout prendre la création d'un film, qui est une entreprise colossale. Mais j'en ai un peu marre de faire ça. Maintenant, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de me confronter à une vraie création originale et professionnelle. Même si c'est pas facile, et qu'il faudra forcément s'accrocher pour arriver au bout. Après, bon, un moment, faut aussi arrêter de causer et juste le faire. Do it! Do it! C'est pourquoi j'ai envie que mes prochains projets de fiction, qu'ils soient diffusés ici ou ailleurs, soient des créations originales et plus ambitieuses, moins enfantines, je dirais. Et même si je dois retourner pour une quelconque raison vers le fan-film ou une autre création issue d'un univers déjà existant, alors ce sera avec une autre ambition, plus grande, et qui dépassera le stade de la simple création enfantine dont je parle. Parce que je compte pas arrêter de faire des films sur cette chaîne ou sur internet en général. J'aime trop cette idée de pouvoir partager des créations gratuitement aux gens. Parce que le cinéma dans lequel j'aimerais évoluer, c'est un art mais aussi une industrie complexe. Le temps y est très long et le sort des projets est hélas toujours incertain. Alors au milieu de cette complexité, savoir qu'il existe une voie de création plus libre et plus accessible comme YouTube, ça me rassure grave. Et de toute façon, mon enfance, elle me quittera jamais. Simplement parce que même si on grandit, elle fait partie de nous. De fait, elle est dans les films qu'on fait. Cette espèce de socle culturel dont je parlais au début, il influe d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on veut créer. De toute façon, je crois que toute création artistique naît d'une inspiration, qu'elle soit plus ou moins consciente, et le cinéma n'échappe pas à la règle. Je crois que beaucoup de réalisateurs cherchent avec leurs films à recréer les sensations qu'ils ont ressenties jeunes devant d'autres œuvres qui les ont marqués. Mais ceci avec leur vision artistique mûrie, et dans des univers et des créations originales qui portent leur touche. Créer autour d'univers déjà existants, c'est un exercice passionnant. Mais je crois que c'est pas vraiment une fin en soi. Je crois qu'il est plus intéressant de chérir, puis de digérer ces inspirations pour en sortir quelque chose d'original, de novateur. Je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Je me rends compte en le disant que c'est con ce que je dis là. C'est même assez logique. Pourtant, quand je regarde l'industrie hollywoodienne de ces 10 dernières années, je me dis que ça mérite d'être dit et répété. Bref, merci de m'avoir écouté déblatérer mes réflexions. Putain, tout ça pour une vidéo Pokémon. J'avais vraiment besoin de causer, moi. J'espère que cette petite chronique making-of aura été intéressante pour vous et que Pokémon Lost Footage vous a plu. Merci de venir passer du temps devant les créations de Valorwood Productions. Je vous en suis reconnaissant. À bientôt, j'espère.